Cap Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé mécontent de l'attitude du PDCI et RDA. SICA 2025, le cinéma et l'audiovisuel à l'honneur à Abidjan. Retour en Israël, les Juifs de France en tête dans le monde. Vous avez le menu de l'Intelligent Club de ce vendredi. Place au débat dans quelques instants avec deux invités spéciaux, le professeur Julien Taha, président du Congrès panafricain pour le renouveau, et aussi Ariel Tchoukwam, responsable de la production à l'Intelligent TV. Merci de bien vous installer. Sur le plateau de la télévision française France 24, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, dans le franc-parler que l'on lui reconnaît, a marqué sa frustration face à l'attitude du PDCI RDA qui, a-t-il indiqué, n'aurait pas informé les autres membres de la CAPSI sur sa volonté de s'allier au PPACI de Laurent Gbagbo dans le cadre du Front commun. On l'écoute dans cet élément. Puis vous dire, moi par éducation, par culture politique, je respecte toujours le droit des autres à chercher et à trouver leur chemin. Le PDCI-RDA, bien que membre des Cap Côte d'Ivoire, est allé signer un accord avec un autre parti politique en toute responsabilité. Mais le moins que je puisse dire, je ne peux pas moi les juger, je ne suis pas fait jouer la police derrière eux. Mais ils auraient dû au moins nous informer, ne serait-ce que par courtoisie. Ce qui n'a pas été le cas, mais ce n'est pas bien grave. Au-delà de... Docteur Julien Taha, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bien, merci d'accepter d'être encore notre invité sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Je vous en prie. Jean-Rocher Nguessan, bonsoir également. Vous êtes là comme tous les soirs. Bonsoir à Dieu, bonsoir à tous. Nous apportez votre expertise sur l'actualité. Alors justement, la première question, je vous l'adresse. Est-ce que cette sortie de Charles Blé Goudé est le signe d'une frustration croissante au sein de la CAPSI? Ah oui, on observe de plus en plus qu'il y a des mécontentements au sein de cette coalition qui, rappelons-le, a été lancée le 10 mars dernier. À la base, c'est un cadre permanent non idéologique et de concertation et d'échange en vue de faire bouger un certain nombre de choses au niveau du processus électoral. Mais on observe depuis quelques semaines qu'il y a des mécontentements, des graissements dedans. On se rappelle que le Moussa Djinko, qui est le président du Renouveau démocratique, un parti membre de cette coalition, a décidé de claquer la porte. Et aujourd'hui, on observe que Charles Blé Goudé, manifestement, n'a pas été informé de la décision du PDCI-RDA de cette alliance, de ce front commun qui allait se faire avec le parti du président Laurent Gbagbo. J'estime que ça fait un peu de désordre. On attendait de voir une opposition qui allait partir en rang serré. Malheureusement, ce front commun entre le PDCI et le PPACI est apprécié diversement. Je pense que le PDCI aurait fait preuve d'élégance en informant ses partenaires. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et on connaît le parcours de Charles Blé Goudé, on connaît son histoire, on connaît son franc-parler. Et il a dit, certaines personnes estiment que l'occasion était mal placée, mais il a dit, et on comprend que malheureusement, cette coalition-là est malheureusement en souffrance. Docteur Taha, vous êtes président de parti politique qui a pris part aux différentes concertations du dialogue politique lancées entre 2021 et sinon à partir de 2021. Et justement, vous avez eu l'occasion de côtoyer certains leaders politiques, même étant membre de la CAPSI. Alors justement, quand vous regardez l'attitude du PDCI-RDA et quand vous regardez également la réaction d'autres membres de la CAPSI tels que Charles Blé Goudé, est-ce qu'on peut dire qu'on a le sentiment que le PDCI a laissé une impression de trahison au sein de la coalition qu'il dirige? Une impression de trahison, le mot n'est pas fort. C'est le propre de ces coalitions qui sont non idéologiques. Il n'y a pas un soubassement idéologique. Donc on est tenu à rien. Évidemment, ce à quoi on va s'attendre, et c'est ce qui est arrivé, c'est donc ce que vous appelez la trahison. Ben, moi, je voulais m'attarder sur Charles Blé Goudé, le connaissant. C'est un homme de conviction. Sûrement, il a mis toutes ses forces, toute sa conviction dans ce mouvement qu'il voulait sûrement porteur d'espoir et de flamme en Côte d'Ivoire, surtout à l'orée des élections de 2025. Et voilà, malheureusement, il est dessus et il a exprimé cela et avec un franc-parler qu'on lui connaît. Mais il faut s'y attendre, il fallait s'y attendre.
Et j'étais sur ce bateau la fois de l'homme m'a demandé, mais voilà, pourquoi votre parti n'intègre pas un groupement de l'opposition? Mais voilà, on ne peut pas intégrer ce genre de groupement de l'opposition qui n'a aucune base idéologique. Même quand vous avez les mêmes revendications, parce que finalement l'opposition, quelles que soient ses sensibilités, se rejoint sur des points précis, notamment la réintégration des principaux leaders qui sont exclus de la course à la présidentielle, mais également l'audit de la liste électorale. Ce sont des points que partagent l'ensemble des formations de l'opposition. Je vais vous dire une chose. Moi, mon parti n'a pas de leaders exclus. Non, voilà, déjà, on ne peut pas s'entendre là-dessus. Oui, mais je veux dire, déjà, on est dans une dynamique unitaire. Je sais, on n'est pas dans une dynamique unitaire si on n'a pas les mêmes intérêts. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et c'est la lutte des intérêts qui tue la politique en Côte d'Ivoire. Il y a des messieurs charismatiques qui pensent que c'est eux qui sont présidentiables et tout doit tourner autour d'eux. Et quand ils voient qu'ils sont dans un mouvement où la défiance commence à s'installer, évidemment, ils vont ailleurs. Et ça fait que les mouvements, les groupements sont mouvants. Est-ce que ce n'est pas une question de poids? Je veux dire, qui pèse quoi concrètement dans une coalition comme la CAPSI? On sait que la majorité de la force militante est tirée par le PDCI de Tcham, donc forcément qu'il y a des équilibres au niveau de l'influence ou des prises de décision. Bien sûr que oui, mais on a besoin toujours des plus petits en politique. Que le PDC soit un grand parti, un parti qui a tout le poids en Côte d'Ivoire, mais il a toujours besoin des plus petits que lui pour faire front devant la machine du RHDP. Voilà. Mais bon, aller s'associer avec Laurent Gbagbo quand on sait que il y a une rupture idéologique et qui ne dit pas son nom. Bon, je me demande bien si ça aussi ça peut marcher. Mais bon, on verra dans les jours à venir. Moi, après, la question que je me pose, c'est si la CAPSI va survivre à tout cela, parce que quoi qu'on dise, dans cette coalition, on l'a rappelé à maintes reprises ici, il y a des personnes qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le président Laurent Gbagbo. Et on sait plus ou moins tous que l'idée de la CAPSI est partie de Simone Ehifé Gbagbo qui déjà en 2023 lançait les bases de cette organisation. Et il y a l'un des présidents même de partis politiques membres de cette coalition qui disait que le PPACI à l'époque a été visité, il y a eu des échanges. Malheureusement, le PPACI n'a pas accepté forcément d'adhérer à cette coalition, mais avait apporté sa bénédiction. Mais quelques mois, on va dire quelques années après, on observe que malheureusement, cette coalition est en souffrance. On attend de voir. J'estime pour ma part que c'est vrai que le PDCI, aujourd'hui, dans sa posture, veut marcher avec le PPACI, qui est un parti aussi assez fort, quand on connaît le poids politique de Laurent Gbagbo. Mais n'empêche que dans cette coalition, il y a aussi des personnalités de poids et qui expriment leurs sentiments. On a déjà, il faut souligner quand même que le PDCI n'a pas quitté la CAPSI selon le dernier communiqué de la coalition qui a clarifié les choses sur la posture de l'ancien parti unique. Le PDCI reste membre de la CAPSI, toujours le parti leader. Dans le même temps, il s'associe dans le cadre du Front commun au PPACI. Ah oui, mais vous savez, le professeur l'a dit, certes, c'est un cadre permanent de discussion et d'échange, mais c'est un mouvement non idéologique. Et puis, c'est un cas de concertation. À ce niveau-là, j'estime pour ma part que le PDCI aussi peut aller s'allier avec un autre parti. Et on connaît plus ou moins le jeu des alliances en Côte d'Ivoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, ces alliances non idéologiques, est-ce qu'elles ont une certaine pérennité? On attend de voir. Malheureusement, aujourd'hui, Charles Blé Goudé a lancé une pavée dans le mât. Mais on se rappelle que Madame Simone Ehifé Gbagbo avait dit qu'elle avait été informée en même temps que la plupart des Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les propos de Charles Blé Goudé choquent une partie de l'opinion. Madame Gbagbo avait déjà dit il y a cela quelques semaines. Donc j'estime que c'est dans cette même dynamique que Charles Blé Goudé vient exprimer plus ou moins son mécontentement. Absolument. Alors justement, docteur Taha, est-ce que Tidjane Tcham a ignoré volontairement ses partenaires de la coalition pour privilégier son alliance avec le PPACI de Laurent Gbagbo, sachant que certains auraient pu se montrer réfractaires à la création du Front commun? Peut-être c'est le prix à payer pour s'allier avec le parti de Laurent Gbagbo.
entrer avec Mme Simone Gbagbo et avec Blé Goudé. Non, quand on sait que c'est le prix à payer. Je me demande bien Pourquoi ce que certains auraient pensé, comme Charles Blé Goudé, de savoir que le PDCI, qui est leur parti leader, se retrouve dans une coalition avec Laurent Gbagbo. Bon, en termes de stratégie d'action, ça aurait pu créer une certaine confusion. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que si le PDCI avait le choix d'y entrer dans ce front avec le parti de Mme Gbagbo et celui de Blé Goudé, le PDCI l'aurait fait. Mais je pense que pour que le FPI, pas le FPI, mais le PPAC accepte sûrement de s'allier avec le PDCI, sur ce coup-là, sûrement, le prix à payer, c'est de laisser de côté Blé Goudé et Mme Gbagbo. On sait aujourd'hui les rapports tendus entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Mais n'a pas été laissé de côté puisque le PDCI reste membre de la CAPSI. Oui, il n'y a pas de problème. Mais on aurait vu un front plus large où il y a PDCI, où il y a le parti du président Laurent Gbagbo, où il y a le parti de Charles Blé Goudé et le parti de Mme Gbagbo. Est-ce qu'on ne va pas y arriver finalement? C'est nos souhaits, c'est le souhait de l'opposition. Un tel front, il est plus large, il est plus intéressant et il est plus efficace. Bon, en fait, dans le cadre d'un tel front, est-ce que le CPR que vous dirigez serait enclin à rallier cette coalition élargie de l'opposition, si éventuellement elle venait à prendre forme? Si elle reste toujours non idéologique et qu'on y va, comme on le dit, c'est un cadre d'échange, voilà, et des discussions, il n'y a pas de souci. On peut y participer pour donner nos points de vue, pour donner nos impressions, nos manières de voir la Côte d'Ivoire. Sûrement, ça peut influencer la marche de l'opposition en Côte d'Ivoire. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, oui, allez-y. Vous savez, dans la même pensée que le professeur Géméral dit, que la politique, c'est de l'opportunisme aussi. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde de près, le PPACI a un poids politique. Quoi qu'on dise, on connaît le parcours du président Laurent Gbagbo, on sait ce que son parti représente. C'est l'un des partis avec un certain nombre de députés, un certain nombre d'élus. Et la politique aussi, c'était un jeu de stratégie. Il faut se positionner. Et j'estime pour ma part que le PDCI est dans un jeu d'opportunisme et de stratégie. Non seulement en s'alliant avec le PPACI, on sera plus fort, et c'est aussi de la stratégie dans la conquête du pouvoir ou encore dans la revendication, Ils estiment qu'il faut une révision de la liste électorale, il faut un audit. Ils estiment qu'avec le PPACI, peut-être que leur voix sera beaucoup plus audible. Et puis aujourd'hui, ce qui est un peu plus gênant dans cette intervention de Charles Blé Goudé, on sert l'histoire de Charles Blé Goudé, arrêté en 2013, il a passé plus de 8 ans à la CPI. Il est revenu en 2022. On sait plus ou moins ce qu'il a... Il a représenté dans la crise en Côte d'Ivoire, non seulement à l'avènement de la rébellion, dans la crise post-électorale, mais dans son discours, on a senti un homme assez courtois et qui appelle véritablement à la responsabilité des uns et des autres. Malheureusement, il a parlé de la CAPSI et c'est ce qui a été saisi par ses profondeurs pour le critiquer, mais n'empêche que... Comme le professeur, c'est un homme de conviction qui reste droit dans ses bottes et qui, pour ma part, a exprimé son mécontentement, mais aussi il a appelé les politiques à leurs responsabilités. Docteur Ta, est-ce que dans les conditions actuelles, vous voyez Charles Blé Goudé rejoindre éventuellement, peut-être dans le cadre d'une négociation éventuelle, peut-être qui pourrait être menée derrière les rideaux par le président Tcham, le front commun avec Laurent Gbagbo, quand on sait bien sûr les rapports exécrables entre les deux hommes, si l'on s'en tient à la posture hostile que lui manifeste l'ancien président ivoirien? Oui, mais ce que Charles Blé Goudé reproche à Tidiane Thiam et son parti, c'est le fait de n'avoir pas informé. C'est le fait de n'avoir pas discuté préalablement avant d'aller signer l'accord avec Laurent Gbagbo. Et si Thiam revient et qu'on met les choses à plat et que la discussion a lieu et qu'on s'entend, je pense qu'il n'y a pas de raison que Charles Blé Goudé, si Laurent Gbagbo l'accepte, n'accède pas à cette coalition. Et voilà, comme on le dit, il y aurait tout intérêt. Voilà, il a tout intérêt. Voilà, d'être dans une coalition aussi importante, puisqu'on sait que c'est un mobilisateur, c'est un homme de terrain, un homme de conviction. Évidemment, ça va être plus intéressant pour lui. Mais il y a Daniel Boni-Claverie, faut-il le rappeler, qui a salué le Front commun, qui a appelé également les partis de cette coalition à s'aligner derrière le Front commun. Mais malheureusement, l'appel, semble-t-il, n'a pas été entendu parce que c'est vrai que le communiqué est sorti, mais après, il n'y a pas eu de réaction. Il y a sûrement des tractations, hein, parce que ça fait à peine combien de temps, je crois une semaine par là,
que le Front commun est né, que la CAPSI a fini par rendre ses conclusions sur la naissance de cette coalition. Alors, qu'est-ce qui peut sortir des tractations souterraines qui pourraient être en cours? Grosse interrogation. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi au niveau du Front commun, on n'a pas encore le contenu de ce Front commun. Ça reste plus ou moins flou. On sait plus ou moins les attentes de la CAPSI, les objectifs, c'est la révision de la liste électorale, c'est un audit, c'est de revoir le processus électoral, mais surtout de remettre non seulement Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo dans le fichier électoral. Oui. Je pense que c'est là les grosses préoccupations. Mais on attend quand même Guillaume Soro qui a rejoint le mouvement Trop c'est trop. Effectivement. Il y a déjà quelques jours à peine. Alors avant de conclure ce sujet, nous avons la contribution d'un confrère qui a tenu à réagir au sujet que nous avons évoqué hier sur ce plateau, à savoir le verdict rendu par la Cour africaine de justice sur les cas Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui ont tous les deux été déboutés par l'instance judiciaire africaine. On va donc égrener sa contribution dans cet élément que nous propose la réalisation. Alors aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision disons très attendue dans les requêtes introduites par le président Laurent Gbagbo et son ancien premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Et cette décision consacre leur exclusion définitive de la course à la présidentielle d'octobre prochain après le rejet de leur recours contre leur radiation des listes électorales. Alors la Cour a jugé que les allégations de violation des droits invoqués par le président Laurent Gbagbo ne sont pas fondés, concluant que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas enfreint la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ni aucun autre instrument juridique international pertinent. Par ailleurs, la requête de M. Soro Kibafori Guillaume a été déclarée irrécevable. En tant qu'observateur citoyen et engagé pour la paix, le droit et la justice, je prends acte de cette décision souveraine d'une juridiction africaine dont la crédibilité repose sur le respect rigoureux du droit et de la solidité de ses arguments. Je ne peux me permettre de contester la légalité de cette décision, mais de la recevoir avec maturité et responsabilité. Cependant, ce moment ne saurait occulter une autre réalité parce que l'État ivoirien lui-même, dans ce même dossier, a montré par le passé des signes inquiétants de défiance vis-à-vis de cette même Cour. Rappelons que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait enjoint les autorités ivoiriennes de suspendre le mandat d'arrêt contre M. Guillaume Kibafori Soro et de libérer ses proches incarcérés depuis 2019. Cette ordonnance, pourtant juridiquement contraignante, n'a jamais été exécutée. Il y a là un paradoxe qu'il convient de dénoncer. On ne peut se prévaloir du droit lorsque cela arrange et s'en détourner lorsqu'il dérange. Le respect du droit doit être constant et uniforme, surtout de la part de ceux qui en incarnent l'autorité. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin d'un climat politique apaisé où le droit ne sera pas perçu comme un instrument d'exclusion ou de règlement de compte, mais comme le socle d'un État démocratique respectueux de la dignité de tous ses citoyens, y compris ceux qui sont dans l'opposition. Mon appel est simple, que la justice demeure impartiale, que l'État respecte toutes ses obligations internationales et nationales, que la paix dans sa noblesse ne soit jamais sacrifiée sur l'autel des calculs politiques. La question des Olim, les Olim sont ces juifs immigrés de la diaspora juive à travers le monde qui effectuent leur alia en Israël, en hébreu on dirait à Eret Israël, dans le territoire de la Judée-Samarie, dont la conception idéologique sioniste. Alors, ce que l'on observe, c'est que depuis les événements du 7 octobre 2023, il y a une flambée de l'antisémitisme en France, d'après les chiffres du ministère français de l'Intérieur, des chiffres qui tendent quand même à effrayer. On dit qu'entre le 7 octobre et le 9 novembre 2023, le ministère de l'Intérieur français recense environ 1159 actes d'antisémitisme pour 518 interpellations, quelque chose d'assez explosif. Alors, comment est-ce que vous interprétez cette flambée et ce maintien du climat antisémite dans l'Hexagone? Cela s'explique clairement. La France est un pays laïque, où tout le monde habite, où tout le monde exprime ses impressions.
voilà, cela ne veut pas dire que il y a de l'insécurité partout en France, mais toujours est-il que les musulmans cohabitent avec les juifs, avec les chrétiens. Et cela, bon, avec les tensions qui sont entre Israël et la Palestine, cela se déporte évidemment en France. Et on a vu en 2012 déjà toutes ces tragédies, ces attaques par-ci par-là, et cela s'est poursuivi jusqu'à présent. Mais bon, sûrement les Juifs de France ont tenu, mais déjà il faut le dire, hein, avant 2023, en 2022 déjà, il y a eu plus de 108 000 Juifs qui sont partis en Israël. En Israël, il y a une communauté pratiquement de plus de 500 Juifs, hein, 500 000 Juifs, n'est-ce pas, en France, et 68 000 qui partent, et on en arrive à 2023 avec tous les actes posés. Évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut dire quand même que le flux s'était légèrement ralenti après 2015, où il y a eu une véritable flambée des Aliyah. Et ce n'est qu'avec les événements d'octobre 2023 que on est reparti vers une sorte de montée ou d'augmentation exponentielle de ces Aliyah. On estime qu'il y a environ près de 2000 olim français qui sont repartis en Israël avec une augmentation de plus de 100% par rapport à 2023. Ça, c'est en 2024, les chiffres 2024. Alors, de plus en plus de Juifs français se sentent mal à l'aise en France. Ça rappelle quand même des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale avec le gouvernement de Vichy. Si. Mal à l'aise, on peut le dire, mais il y a d'autres raisons. Hein. Le sionisme, c'est une idéologie, c'est une recherche, une quête identitaire. Et voilà, qui ressurgit à chaque génération de Juifs. C'est le moment propice pour ces Juifs de France là de retrouver la terre promise. Si l'on fait, ce n'est pas de mauvaise loi. Maintenant, bon, l'insécurité, elle est toujours présente. Aujourd'hui même, à l'heure où on parle, en Israël, l'Israël n'est plus l'Eldorado pour eux, puisque la guerre entre Iran et Israël menace même les fondements et même la quiétude de ceux qui ont quitté la France hier pour aller trouver donc la paix. Pour enchérir sur votre propos, il faut juste signifier qu'il y a de plus en plus de Juifs israéliens qui ont tendance à émigrer vers des destinations européennes plus sûres, hein, telles que l'Espagne, le Danemark surtout, qui a pris de plus en plus de Juifs qui fuient justement le climat d'insécurité, d'instabilité qui prévaut dans leur pays et qui partent vers des destinations européennes beaucoup plus apaisées. Voilà, donc la question qui se pose est est-ce que c'était vraiment opportun de partir si massivement en Israël? Voilà, quand on sait que l'Israël au milieu des pays arabes et le conflit israélo-palestinien avec ses ramifications aujourd'hui avec l'Iran plutôt, est-ce que c'était de bonne loi vraiment de partir en si grand nombre? Grosse interrogation. Alors, Jean-Richard, aujourd'hui, cette aliyah massive des Olim de France peut s'apparenter quelque part à une sorte de repli identitaire pour les Juifs d'Europe et de France singulièrement. Ah oui, il y a cet aspect-là non seulement, mais vous avez évoqué d'entre eux de propos cette discrimination, cette hostilité à l'encontre des Juifs qui connaît une montée assez incroyable et qui ne date pas de tout récemment. Il faut dire que même depuis le 15e, 16e siècle, cela prévalait déjà en Europe de l'Est notamment, ce qui s'est transbordé en Europe de l'Ouest. Et c'est justement ce qui est à l'origine de la fondation du mouvement sioniste. Effectivement, mais il faut rappeler aussi que l'antisémitisme connaît un niveau sans précédent depuis les événements d'octobre 2023. Et vous savez, j'ai regardé quelques sondages. À travers l'Europe, 76% des Juifs cachent leur identité aujourd'hui. Et en France, c'est plus de 83%. Je me dis qu'au regard de ces chiffres, ça peut être l'une des raisons qui favorise cette nouvelle aliyah, cette nouvelle volonté-là d'aller en Israël. Parce que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, cette montée d'hostilité, ces critiques, ces insultes, je me dis que lorsqu'on écoute certains juifs, ils se disent que la sécurité ne se trouve qu'en Israël. Et pour ma part, c'est une bonne chose parce que on a évoqué le sionisme et
lorsqu'on regarde l'histoire même des Juifs, à partir de la Bible, c'est pas l'Alia a commencé depuis Moïse et c'est poursuivi dans le temps. Et aujourd'hui, je pense que c'est Moïse qui a organisé la première grande Alia d'Égypte vers Eretz Israël. Effectivement. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on regarde aussi les chiffres de l'Union européenne, il y a 7 pays où les Juifs sont installés de façon massive en Europe. Il y a l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Australie ou encore l'Argentine. Et la plupart de ces pays-là, il y a une discrimination, une montée de l'hostilité. Au regard des chiffres, je me dis que bon, Israël est l'endroit où ils se sentiraient beaucoup plus en sécurité. Parce que maintenant, ils ont le choix. Parce qu'il faut dire que c'est pas la première fois à l'époque, avec la fête Dreyfus déjà, à la fin du 19e siècle, le capitaine Dreyfus, capitaine d'ascendance juive, d'ethnie juive, qui avait été stigmatisé, embastillé, accusé faussement, d'après le verdict final, de collaboration avec l'ennemi prusse. À l'époque, on ne parlait pas d'Allemagne, donc l'ennemi prussien, et qui avait donc été à l'origine, selon ses détracteurs, de la défaite de la France face à l'Empire prussien. Alors justement, à l'époque, les Juifs n'étaient pas partis autant, malgré la vague de persécution à leur encontre. Alors là, ils partent peut-être parce que maintenant Israël s'est constitué. À l'époque, ils sont restés malgré eux. Il y a eu entre-temps l'Holocauste, qui était la continuité de plusieurs siècles de persécution à leur égard. Ah oui, effectivement, c'est un peuple dont l'histoire est touchante et puis on sait plus ou moins les différentes persécutions subies au regard de leur histoire, de leur vécu, des différentes persécutions. Ils se disent aujourd'hui, en dépit du fait qu'il y ait une guerre entre Israël et plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment avec l'Iran, avec cette crise avec le Hamas, je me dis que la plupart de ces Juifs estiment qu'aujourd'hui, la sécurité qu'ils auront ne se trouve qu'en Israël. Et je pense que c'est un bon choix. Moi, je salue ces alliés-là parce qu'il n'y a rien de tel. Et puis, il faut condamner aussi l'antisémitisme qui connaît malheureusement une montée. Certaines personnes estiment qu'Israël est en train de commettre un génocide en Palestine. Mais lorsqu'on revient dans l'histoire, on regarde de près ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas le 7 octobre, on n'aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Plus de 1000 personnes ont été tuées, des jeunes, des femmes enceintes. Sur la seule base de leur appartenance à l'ethnie juive. Oui, c'est dommage. Parce que comment faire la distinction entre l'ethnie et la religion? Aujourd'hui, on a tendance à faire une vaste confusion. Par abus, on parle des juifs pour désigner tous ceux qui pratiquent le judaïsme, alors qu'à l'origine, la judéité est d'abord une conception sociologique, ethnique, anthropologique, et qui définit clairement un peuple avec une langue et une culture bien définie. Docteur Taha, quand on observe ce mouvement-là, les juifs, c'est pas de la même intensité, avec la même ampleur, mais ce n'est pas sans nous rappeler quand même la période qui a précédé la création de l'État hébreu en 1948, avec notamment la prise en main de la Palestine, telle que cela a été appelé déjà à l'époque de l'Empire ottoman, par la Grande-Bretagne, qui est devenue donc la Palestine mandataire. Les Juifs ont émigré massivement. Il y a eu le livre blanc qui a limité leur émigration vers Eretz Israël en 1939. Quand on sort de là, malgré cela, il y a des entrées comment est-ce que je vais le dire, frauduleuses à l'intérieur du territoire israélien, parce que les Juifs ne se sentaient pas véritablement intégrés dans les pays de leur immigration. Aujourd'hui, est-ce que on ne se rapproche pas fatalement vers un tel scénario où ils seront obligés à un certain moment, malgré que certains d'entre eux tendent à sortir, mais avec la montée de l'antisémitisme en Europe et même aux États-Unis, qui est leur principale terre de refuge, de se replier chez eux de façon définitive? Ben là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est la seule terre qu'ils ont. C'est le seul pays qu'ils ont. Ben, j'aurais été à leur place. Ben, évidemment, je le constitue vraiment un blocus pour, en guillemets, voilà, et protéger les miens. Voilà, donc ils font bien. C'est ce qui s'est passé, il faut dire, durant la période de la Palestine mandataire et même avant. Et puis au-delà de cet aspect, ils se disent qu'il faut défendre aussi la mère patrie. On sait la situation que vit Israël aujourd'hui. C'est vrai que tous ceux qui y retournent ne sont pas forcément des militaires, ils ne sont pas forcément tout jeunes, mais je me dis qu'aujourd'hui, Israël a plus que jamais besoin de tous ses fils.
au regard de la situation qui prévaut dans le Proche-Orient. Et l'Iran qui cherche à avoir l'arme nucléaire, certains pays qui estiment qu'il faut détruire Israël, les combats incessants avec le Hamas. Au regard de toute cette situation, on s'est dit que les Juifs estiment qu'il faut sauver la mère patrie. Donc cela peut s'expliquer non seulement par la montée de l'antisémitisme à travers le monde, et puis aussi il y a une volonté d'appartenance non seulement à ce peuple, et cette volonté aussi de défendre la mère patrie. On peut mettre ces deux aspects-là aussi sur le compte de cette volonté manifeste de ces Juifs-là de retourner, parce que les chiffres nous disent qu'il y a plus de 35 000. C'est énorme. 35 000 qui décident de s'installer. C'est vraiment fluctuant, hein, ça dépend des années, des circonstances. Bon, là, on a une vague d'émigration, donc de Juifs qui sortent d'Israël, justement à cause de toutes les sécurités créées par la multiplicité des conflits avec le Hamas, le Hezbollah ou encore l'Iran. Et puis après, ce qu'il faut préciser, un départ en Israël ne se prépare pas forcément en une semaine ou en 2 semaines, parce que c'est toute une vie qui reprend, c'est toute une... C'est un autre environnement dont je me dis qu'après, c'est forcément sur la base de longues réflexions que ces Juifs-là décident de retourner, notamment en Israël. Voilà, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est pas une migration économique. On ne va pas en Israël pour avoir un mieux-être. Est-ce que vous voyez? Et il est dit même que il y a des Israéliens, par exemple, des Juifs, qui travaillent en France. Et le week-end, ils vont voir les familles en Israël. Pour eux, l'éducation de leurs enfants, de leurs progénitures, dans la culture juive, dans l'identité donc israélite, est plus importante que toute autre chose. Il y a cet attachement-là qui demeure avec la terre. Voilà. Donc ce n'est pas un déplacement économique. On ne va pas en Israël parce que on va chercher un mieux-être. Non. On va en Israël parce que voilà, c'est notre pays, c'est notre peuple, c'est notre terre et c'est notre identité. Il faut aussi indiquer, juste à titre de précision pour nos téléspectateurs, que la loi du retour fait que tous ces déplacements-là sont facilités par la loi du retour, votée en 1950 par la Knesset, donc le Parlement israélien, pour permettre à tous ceux qui ont une ascendance juive avérée de trouver toute leur place parmi les siens à Eret Israël. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre justement à une recrudescence du phénomène dans les années à venir, avec, quand on guette un peu le risque d'extension des tensions avec les voisins? C'est vrai qu'aujourd'hui Donald Trump tente de créer le cadre nécessaire pour le rapprochement avec d'autres pays arabes après les accords d'Abraham signés en 2019. Il tente d'élargir cela, y compris d'inclure certains États qui jusqu'à présent y étaient réfractaires. Mais est-ce qu'à un certain moment donné, le conflit israélo-palestinien persistant, on ne va pas se voir obligé, côté juif notamment, de se dire mais il est peut-être mieux que nous retournions chez nous parce qu'on n'a pas vraiment d'asile à l'extérieur? Peut-être, mais il y a des inquiétudes à se faire même au niveau de la France, surtout avec la position du président Macron, une position qui n'est pas suffisamment claire, qui est ambiguë sur la question, voilà, la question juive, sur la question palestinienne. Même de certains partis tels que LFI aussi. Voilà, qui des partis politiques qui ont pris le parti même aujourd'hui de l'Iran et autres. Ouvertement. Donc évidemment, et les actes antisémites vont trouver encore un terreau d'épanouissement en France. Surtout que les autorités politiques ne sont pas vraiment catégoriques sur ces questions. Une démarcation nette entre voilà, les Juifs d'Israël et les voisins arabes dans ce conflit qui ne fait que durer. Alors, donc, si les choses étant aussi, on est parti encore pour voilà, beaucoup de barbarie. On est parti encore pour la montée du sionisme, la montée de certains protectionnistes, certains replis identitaires des Juifs partout dans le monde. Et ceci étant, il faut mettre tout en œuvre pour se défendre, pour défendre le seul pays qu'ils ont. Absolument. Moi, je retiens qu'avec la montée, la marée montante de l'antisémitisme, forcément que l'alia ou cette volonté-là de retourner en Israël va se poursuivre. Et je crois forcément que les chiffres vont monter. Et puis au-delà de ce fait-là, il y a cette volonté-là aussi de contribuer au développement du pays. Parce que c'est un pays où il fait bon vivre, où il y a cette volonté-là d'afficher de
plus en plus. En Europe, il est difficile d'afficher son identité juive. Dans certains pays, c'est quasiment impossible, alors qu'en Israël, il y a la possibilité de le faire, de vivre comme un juif devait vivre, alors que dans certains pays aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On estime justement, pour vous prendre au mot, qu'il y a une augmentation de plus en plus visible des ultra-orthodoxes, donc de ceux qui se montrent de plus en plus enracinés dans la pratique religieuse du judaïsme. Alors que dans certains pays, c'est quasiment impossible. Lorsqu'on sent que vous êtes juif, il y a des attaques, il y a des insultes, il y a des hostilités, il y a des discriminations. Au regard de ces aspects, au regard de cette marée montante, ils se disent que l'idéal, c'est de retourner en Israël, où il y a la possibilité d'afficher non seulement sa religion, son identité, alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, il est quasiment impossible pour les juifs de voyager dans certains pays en affichant leur identité. C'est quasiment impossible. Absolument. Parce qu'ils sont... Même aujourd'hui, aux États-Unis, on a vu, avec ce qui se passe notamment à Harvard, dans certaines universités, il y a certains étudiants juifs qui ont été brimés, qui ont été insultés, qui ont été chassés de leur chambre. Donc, au regard de dans un pays tel que les États-Unis, on a vu... Premier allié géopolitique d'Israël. On a vu ces images. Et imaginez-vous dans certains pays arabes, dans certains pays du Moyen-Orient, et j'estime que au regard de tout cela, forcément que l'alliance va se poursuivre, et puis il y a cette volonté aussi de défendre la mère patrie face à tous ces ennemis qui ne se cachent plus. Et le font, même sans être retourné en Israël, on a vu le cas de Jonathan Netanyahou, qui est le frère aîné de Benjamin Netanyahou, actuel chef du gouvernement israélien, qui a même péri dans le cadre de l'opération Entebbe en 1977 ou 1919 si je me méprends. En tout cas, il a été le héros de cette aventure tout en ayant la citoyenneté américaine. Juste une précision. Mais merci à vous tous les deux. Jean-Richard Nguessan, votre revue de presse, avant de permettre au professeur de faire un petit commentaire sur les titres que vous allez développer. Et comme tous les soirs, ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui barre à sa une le district autonome d'Abidjan honoré aux Awards 2025 de l'économie africaine en affichant une photo de Cissé Ibrahim Bakongo, le gouverneur qui a été primé à l'occasion de ces awards. Et puis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, deux verdicts défavorables à Gbagbo et à Soro rendus hier, et toujours à la une de l'intelligent d'Abidjan présidentielle 2025, la CEI invite à réserver un bon accueil aux collecteurs de parrainage. Et puis poursuivons cette revue de presse avec le sursaut qui revient également sur la situation du président Laurent Gbagbo et nous informe que Laurent Gbagbo, débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sa requête contre la Côte d'Ivoire, rejetée. Radiation validée, nous apprend l'avenir. La Cour africaine ruine les espoirs de Gbagbo et de Soro. Le patriote, dans la même dynamique, nous apprend que la requête contre la Côte d'Ivoire pour violation de ses droits, la Cour africaine ruine les espoirs du président Laurent Gbagbo. Le quotidien d'Abidjan ne dit pas autre chose, j'y arrive. Affaire Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme dit et se dédie le décryptage des responsables politiques. Et puis le jour plus revient également sur la présidentielle 2025, comment la méthode ADO perturbe les plans de l'opposition, PDCI, PPACI, MGC, COGEP, FPI, gagné par le doute. Le carnat déchaîné barre à sa une, se maintenir ou quitter le pouvoir, Alassane Ouattara vit un drame intérieur. Et puis le bélier proche du PDC RDA parle du parrainage citoyen. Bredoumi dénonce un piège électoral. L'héritage toujours proche du PDC RDA barre à sa une parrainage, enrôlement des mineurs RLE. Le PDC RDA dénonce les graves manquements du processus électoral. Maître Blissi, la CEI n'a pas le pouvoir de modifier les textes. Bredoumi, l'objectif du PDC RDA,
rassembler toute l'opposition. Puis le nouveau réveil, toujours proche du PDC RDA, revient sur les zones d'ombre du parrainage citoyen. Puis poursuivons avec notre voix proche du Front populaire ivoirien, trajectoire d'endettement, la Côte d'Ivoire sur une pente dangereuse, nous apprend le quotidien. Et puis Fraternité Matin, le journal gouvernemental, parle de la transformation du cacao. L'État fait un pas de géant. Timoko Meile inaugure une importante usine de transformation après Akupezedji Cap sur San Pedro. Et puis terminons cette revue de presse avec un fait divers en Gré-Château, un attaché administratif découvert mort à son domicile. Merci Jean-Rocher Nguessan. Docteur Ta, un mot quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure par notre chroniqueur maison. Un mot, la presse est plurielle maintenant. Nous qui sommes d'une certaine génération, on a vu le Côte d'Ivoire où il y avait un seul journal à l'époque, un seul quotidien. Après en 90, des journaux partisans. Voilà, et aujourd'hui, la presse est plurielle. Il y a des journaux qui discutent l'actualité et qui décrivent l'actualité dans une objectivité vraiment à saluer. Voilà, cela dit, je salue voilà, le district d'Abidjan qui a été primé, même si ces méthodes ne sont pas toujours catholiques, ne sont pas toujours acceptées par nous autres socialistes. Il y a également l'usine de cacao qui est vraiment la bienvenue. La Côte d'Ivoire est la première productrice de cacao et il faut transformer ce cacao. Pourquoi pas à plus de 60%? Parce qu'on m'a dit, on le transforme maintenant à 50% à l'usine de San Pedro, cela. On peut aller jusqu'à 70%, pourquoi pas? Voilà, donc je salue donc pour ces points. Le reste, ce sont les points politiques, avec la Cour africaine, voilà, et qui a débouté Laurent Gbagbo et puis Guillaume Soro. Je pense que de façon endogène, on va trouver des solutions. Et voilà, les collectes de parrainage ont commencé, ça veut dire que les élections sont lancées. Et ceux qui sont candidats sont sur le terrain avec les gens pour faire ce qu'il y a à faire pour que le jour J, les candidatures soient validées. Voilà. Donc, félicitations à toute la presse ivoirienne, voilà, qui fait l'effort, en tout cas, de rendre l'actualité objective. Et c'est ce qui est vraiment important dans une démocratie, dans un pays qui se veut moderne. Mais merci pour ces compliments à l'égard de la presse nationale, parce que ce n'est pas toujours qu'on les reçoit. Voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer cette émission. Je rappelle qu'en dehors de Jean-Rocher Nguessan, Docteur Ta, vous étiez notre invité également, et que vous êtes le président du Congrès panafricain pour le renouveau, le CPR, parti politique ivoirien d'obédience socialiste, et qui œuvre justement à l'instauration d'un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à très bientôt dans quelques jours pour le lundi prochain pour une nouvelle semaine de décryptage de l'actualité dans le cadre de l'Intelligent Club. Au revoir.